Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés européens qui poursuivent leur marche en avant après une séance de pause hier. Les indices actions européens sont allés chercher de nouveaux sommets post-déclenchement de la guerre en Ukraine, avec un CAC 40 qui est allé chercher jusqu'à 6945 points aujourd'hui en séance, une progression d'un peu moins de 1% pour l'indice parisien, pour le DAX à Francfort également, qui se rapproche des 15 000 points désormais. Et derrière la performance du CAC 40, il y a la performance du secteur du luxe et notamment de la locomotive LVMH qui aura mis 6 mois à peine pour renouer avec des plus hauts historiques à plus de 770 € l'action. On est même allé jusqu'à quasiment 775 € pour l'action LVMH au cours de cette séance. Je dis 6 mois à peine parce qu'effectivement le début d'année 2022 a été compliqué pour LVMH, comme l'ensemble des valeurs chèrement valorisées. Le choc de taux a quand même fait chuter le cours de bourse d'un bon 20% peut-être sur le premier semestre 2022. Le point bas avait été atteint au mois de juin 2022 et depuis c'est une recovery et une reprise quasi continue pour le titre LVMH, donc qui aura marqué de nouveaux sommets historiques. Aujourd'hui, nous reviendrons évidemment sur cette dynamique de marché particulièrement favorable aux actions européennes depuis le début de l'année avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur le secteur des biotech, là aussi qui depuis quelques jours profite de cet environnement d'appétit pour le risque retrouvé en Europe. Les perspectives pour le marché français des biotech, nous en parlerons à 17h45 avec Sacha Pouget, spécialiste du secteur et directeur associé de Biomed Impact. Mais d'abord, les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, avec vous chaque soir, Alix Nguyen, et c'est une nouvelle séance de hausse pour les actions européennes. Le CAC revient sur des niveaux de près d'un an. Il est soutenu par la réouverture de la Chine et l'espoir d'un ralentissement de l'inflation américaine dont on attend la publication demain. Il s'agit de la dernière publication à cet effet avant la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Fed. Le fait que Jérôme Powell se soit abstenu de tout commentaire sur la politique monétaire hier contribue à ce regain d'optimisme. À noter que depuis sa prise de parole, la gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, a pour sa part signalé que d'autres resserrements monétaires seront nécessaires afin de faire reculer l'inflation. Plus près de nous, François Villeroy de Galhau affirmait ce matin que de nouvelles hausses de taux seront très probablement nécessaires dans les prochains mois à un rythme pragmatique pour faire revenir l'inflation vers 2%. Du côté des valeurs parisiennes, notamment, c'est l'événement du jour avec le titre LVMH qui atteint de nouveaux sommets historiques. Signe des anticipations de reprise de la consommation en Chine. À noter également des changements chez Louis Vuitton et Dior, des changements importants. Pietro Beccari est nommé à la tête de Louis Vuitton et Delphine Arnault à la tête de Christian Dior. Ces nominations prendront effet le 1er février. Kering et Hermès décollent aussi. Les valeurs liées aux matières premières sont aussi soutenues par la réouverture chinoise. C'est le cas d'ArcelorMittal dans le sillage de la hausse des prix du minerai de fer. Total Energy avance aussi dans le vert. Et puis on notera également dans le reste de l'actualité que Thales ne fera pas d'offre pour la future entité d'Atos et Vidiane. Oui, pour rappel, Atos annonçait en juin dernier son projet de scission visant à séparer et combiner la division Big Data et Sécurité, mais aussi d'autres actifs au sein d'une entité baptisée Evidian. Eh bien, Thales, qui était intéressé depuis plus d'un an par les activités de cybersécurité d'Atos, nous apprend aujourd'hui qu'il n'est pas intéressé par cette opération, celle-ci ne correspondant pas à la stratégie de Thales. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Aymeric Didet est avec nous, le directeur de la gestion de Pergame. Bonsoir Aymeric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Gilles Guiboud d'être avec nous également. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des actions européennes d'AXA IM et avec nous également au plateau Damien Charlet. Bonsoir Damien. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Ravi de vous accueillir dans ce studio. Vous êtes directeur de la gestion sous mandat de Mescart Asset Management. Damien, je commence avec vous. Commentaire libre sur la situation de marché qu'on connaît depuis le début de l'année. Je le disais, très favorable à l'Europe. Le 4e trimestre 2022 avait déjà été un trimestre marqué par la surperformance des actions européennes, dont le démarrage ou le redémarrage date de fin septembre, début octobre. On est donc dans la réactivation ou la poursuite de cette tendance sur les premières séances de l'année. On gagne en moyenne 1% par jour en 8 séances de marché. Ça va très vite. Ça va très vite, c'est un petit peu étonnant, c'est un retour d'optimisme. Après c'est vrai une année 2022 où le scénario devenait de plus en plus noir au fur et à mesure que les mois passaient, avec des scénarios sur l'inflation notamment qui étaient très mauvais, qui sont aujourd'hui encore relativement mauvais, mais qui ont tendance quand même à s'améliorer. On voit un petit changement de discours de la part de certains économistes. À la vue des chiffres de l'inflation dans différents pays, où on voit qu'aux États-Unis ça ralentit, en Europe ça se stabilise. Les salaires, pour l'instant, même s'il y a de l'inflation, ça se dégrade moins aux États-Unis. Et comme on sait que les bourses fonctionnent beaucoup en tendance, et vous parliez de momentum, de tendance, mon ami. Ouais. Ça fait des années que ça fonctionne en tendance, et la tendance aujourd'hui, c'est que on est moins négatif sur l'inflation, donc moins négatif potentiellement sur les taux d'intérêt en 2023, et donc plus positif sur les actions. Après, c'est vrai que plus 6, plus 7% sur le CAC 40, ça nous ramène, si on cumule 2022 et 2023, à pratiquement zéro, hein, ouais. Dans un contexte, malgré tout, qui s'est quand même beaucoup détérioré depuis un an. Ça va un peu vite. Ça va un peu vite. Mais ça va un peu vite. En 8 jours, on a fait 2 fois la perf du livret A quand même. Non, mais pour donner une référence. Oui. On imagine bien, même si on a envie de profiter de ce moment plus favorable, notamment pour l'Europe, on imagine bien que les 51 prochaines semaines ne vont pas se poursuivre au rythme sur lequel on est parti, Damien. Non, mais ça n'empêche qu'on peut quand même être un petit peu optimiste pour l'année 2023. Ouais. Si effectivement le scénario, ce qui paraît relativement logique, c'est une inflation qui baisse mois après mois parce qu'on le voit, il y a beaucoup d'intrants dans le calcul de l'inflation qui sont en baisse plus ou moins forte déjà depuis plusieurs mois, hein, que ce soit dans les matières premières, le pétrole, l'énergie, les matières alimentaires, etc. Donc on va avoir des bases de comparaison qui sont favorables. Donc la logique, c'est que mois après mois, l'inflation soit de moins en moins forte et du coup que la pression soit également de moins en moins forte sur les banques centrales. Et si les banques centrales, alors on ne va pas parler de pivot, mais en tout cas si les banques centrales commence à être un petit peu plus détendu, ça va clairement être favorable au marché financier et potentiellement, si la politique monétaire ne devient pas trop restrictive, peut-être qu'on évitera la récession qui est plus ou moins pricée quand même par un certain nombre d'actifs, notamment par le marché obligataire. Et si là, on évite la récession, il y aura des rebonds sur certaines classes d'actifs, et comme je disais, notamment sur la partie obligataire. Bon, c'est quand même l'ambiance Goldilocks de début d'année, effectivement, qu'on n'attendait pas à ce point-là, Gilles. On n'attendait pas ça, mais quand même, quand on regarde la situation à fin 2022 et qu'on regarde ce que c'était, on se retrouve avec un marché européen dont la valorisation était revenue à des niveaux qui étaient inférieurs aux moyennes de long terme. On avait une croissance attendue pour les résultats par action pour 2023. Alors pour 2022, on devrait finir proche de plus 20. Et pour 2023, quelque chose qui était proche de zéro de croissance attendue. Et avec beaucoup de craintes que ce zéro devienne négatif parce qu'on nous annonce une récession. En fait, ce qu'on a vu au cours des 2 dernières semaines, c'est que les craintes de récession, elles sont en train de s'éloigner. En Europe, parce qu'il fait bien plus chaud qu'attendu. Et donc, effectivement, ça, c'est un élément qu'on avait signalé fin novembre en disant... Bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer ? Une partie des anticipations dépendent de la météo, et ça, quand on est gérant, c'est compliqué. Donc, il se trouve que ça tombe du bon côté de la pièce. Et autre bonne nouvelle qu'on a eue depuis 15 jours, c'est la réouverture de la Chine et en réalité de toute l'Asie. Et ça, effectivement, c'est quand même un énorme appel d'air. Et l'Europe, de ce point de vue-là, il ne faut quand même pas oublier, c'est que ça reste le continent ou la zone la plus ouverte sur le monde. Donc si ça repart en Asie,
même si ça ralentit un peu en Europe, en fait, c'est favorable à la zone européenne. Donc là où il y a encore quelques semaines, on se disait les résultats attendus pour 2023 vont être en baisse, on était à 0, vont être en baisse, finalement, on est en train de se dire on pourrait finir flat. Et à ce moment-là, si on est juste flat, en termes de valorisation, on est sous les moyennes de long terme. Donc ça peut justifier une petite reprise. Maintenant, à coup de presque 8% en une semaine, on aura vite fait de clôturer le gap. Donc, c'est le type d'espérance de gain qu'on pouvait avoir pour l'ensemble de l'année 2023, du high single digit. Voilà, c'était à peu près les prévisions qu'on pouvait faire en termes d'espérance de gain, bien sûr. Non ? Oui, je pense qu'on pouvait même être un peu en deçà de ça. Et même un peu en deçà, oui, bien sûr. Parce que si on tombait, et la messe n'est pas encore dite, mais si on devait effectivement rentrer en récession, à ce moment-là, on aurait des baisses de résultats qui pourraient justifier des baisses de titres. Donc la question qu'on peut se poser pour 2023, au-delà, c'est un peu différent, mais pour 2023, c'est la valorisation des marchés est OK. Donc le multiple de valorisation, il n'y a pas de raison qu'il bouge tellement, parce que sur les banques centrales, on voit bien que les taux pourraient un peu se tendre, parce que c'est ce qu'elles nous disent, tout simplement, mais que les bonnes nouvelles du côté de l'inflation pourraient faire en sorte que ça aille pas trop haut. Donc, pas forcément grand-chose à attendre du côté de l'évolution du multiple. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'élément qui devrait faire bouger les marchés à plus court terme, c'est la direction des révisions de résultats. Ouais. Et là où on pensait qu'elle serait négative, c'est plutôt positif. Donc l'année est encore longue. À partir de la fin du premier semestre, on va avoir des effets de base qui vont devenir négatifs sur un certain nombre de paramètres. Le prix de l'énergie. Si on devait rester sur ces niveaux-là, sur le prix de l'énergie, ce à quoi personne ne croit, mais comme tout le monde se trompe tout le temps, il ne faut pas l'exclure. Si le prix de l'énergie, le prix moyen du pétrole en 2022, c'est $95, donc à 80, c'est bien pour la consommation, mais ça devient négatif pour un certain nombre de sociétés d'énergie. Et le dollar, qui avait un niveau à 1,03 en moyenne, si on devait être à 1,07 et qu'il devait continuer à monter, ça sera un facteur négatif pour un certain nombre d'entreprises qui ont quand même vu leur croissance dopée par la faiblesse du dollar. Par la force du dollar l'an dernier. La force du dollar, oui, bien sûr. Oui. Donc voilà, on aura d'autres éléments à regarder au cours de l'année. Ouais. Aymeric, vos commentaires sur ce début d'année. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles qu'on peut extrapoler ou qu'on peut chercher à extrapoler ? Est-ce qu'il faut se méfier quand même de encore une fois, de cette ambiance parfaite, idéale dans laquelle on baigne depuis quelques jours ? Oui, on a eu un changement de paradigme très fort, mais aussi avec quelques sous-jacents quand même qui sont fondamentaux, qui sont importants de noter. La première, c'est qu'on a vraiment depuis 2 mois, on a des chiffres d'inflation qui sont quand même en train de diminuer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que pendant l'année 2022, on a eu quand même une remontée des taux de la part de la Banque centrale, notamment américaine, incroyable. On n'a jamais eu une remontée des taux telle en si peu de temps. Donc aujourd'hui, on estime aussi que 80% du chemin est déjà fait. Donc on arrive à la fin de cette histoire-là. Et aujourd'hui, avec des rendements qui sont déjà élevés, donc du coût de portage qui permet de subir s'il y a encore des hausses de taux à venir, quelques hausses de taux. Donc ça permet d'avoir un scénario déjà plus positif pour cette année. La cerise sur le gâteau, c'est évidemment la réouverture de la Chine, qui est une très bonne nouvelle au niveau international. Donc on a eu cette conjonction de facteurs qui est très bonne pour l'Europe, donc qui explique que l'Europe marche bien. Ça, c'est vraiment le point important, et je vais insister sur ce point parce que c'est pas la même chose de l'autre côté de l'Atlantique. Ah non. Parce que les marchés américains et le marché mondial des actions, lui, il n'est pas du tout en hausse de 7 à 8%. Non. On est aujourd'hui sur des hausses plutôt entre 2 et 3%, grand maximum au niveau mondial, et tout juste positif sur le Nasdaq. Donc, faut remettre un tout petit peu le contexte. On a aussi en Europe et en France particulièrement une polarisation très forte avec les valeurs du luxe qui sont évidemment bien gérées, on en parlera tout à l'heure, mais surtout qui profitent à fond potentiellement, en tout cas qui sont très sensibles à la réouverture de la Chine. Donc ces phénomènes-là ont poussé les indices, notamment le CAC 40, très vite, très fort en haut. On le voit d'ailleurs avec l'indice Small Cap, le CAC Small, lui, il n'est pas du tout plus 8 depuis le début de l'année. Donc on a cette polarisation très forte qui explique la composition
sectorielle de nos indices et notamment du CAC explique en grande partie aussi cette surperformance. C'est Exactement. pas que la France est booming, quoi. Non, et puis, mais c'est une tendance de fond quand même, parce que s'il y a eu une polarisation avec les valeurs de luxe qui sont si importantes dans l'indice, c'est parce qu'elles ont surperformé aussi fortement ces dernières années. Donc il ne faut pas non plus l'exclure et se priver d'être présent sur ce secteur-là, qui aujourd'hui, si on veut être présent en France, et qu'on veut participer à l'économie française, à la croissance de l'économie française, on doit être présent sur ces valeurs-là. Bon, si, allons-y sur LVMH, oui. LVMH au plus haut historique. Je pense que Hermès doit pas être très loin. Kering a encore un peu plus de chemin à faire, sans doute. C'est celle dans le groupe des trois valeurs de luxe. On peut rajouter L'Oréal également, qui est peut-être encore la plus en retard. Ça aura mis 6 mois. Enfin voilà, il y a eu un moins 20 quand même sur ces valeurs, même peut-être plus, moins 30, moins 40 pour du Hermès. Mais ces valeurs-là, ces groupes-là montrent qu'en 6 mois, ils sont capables de revenir là où ils étaient auparavant. Incroyable. C'est-à-dire sur des plus hauts historiques. Exactement, des effets de change aussi qui sont très positifs aussi pour le groupe, une activité qui est très bonne, une société qui est très bien gérée. On parle souvent de ESG avec tout ce qui va avec. La gouvernance d'une société, c'est très important et on le voit avec les différentes sociétés du luxe. Kering par rapport à une LVMH. La direction de LVMH a su prendre plein de virages stratégiques qui ont été très profitables pour le groupe. Ça ne veut pas dire que Kering est mal géré, attention. Kering est très très bien géré. Mais LVMH a pris plein de virages, a su diversifier aussi également son portefeuille de marques, ses activités, continuer à investir, y compris pendant les périodes de crise. Donc ça aujourd'hui, ils en récupèrent les bénéfices. Et le VMH, c'est aussi une société qui ne distribue pas forcément tout son bénéfice, qui a un taux de distribution pas forcément extrêmement élevé, et qui sait aujourd'hui, qui démontre en tout cas leur capacité à avoir su gérer les crises, à avoir su se serrer un petit peu la ceinture quand c'était compliqué, et par contre aller très vite chercher les investisseurs, les consommateurs là où ils étaient, ça c'est une première chose, et être très réactif par rapport à la demande. Donc ça c'est les grandes forces d'LVMH. Aujourd'hui, c'est ce qui a fait remonter le titre sur les plus hauts. Par contre, attention, on est aujourd'hui sur les plus hauts sur LVMH, les multiples de valorisation sont aussi sur les plus hauts, et en plus, on va avoir les comparables par rapport à l'année dernière. Donc le T1 d'LVMH risque d'être un tout petit peu compliqué quand même à battre. Mais par contre, ça reste une super belle valeur, donc à détenir dans les portefeuilles. C'est juste après de la gestion de position, de savoir de temps en temps être fortement pondéré sur le site, et de temps en temps savoir rebaisser sa pondération sur le titre. Et c'est là où on peut extraire de la performance et extraire de la valeur dans la gestion des positions. Et là, vous dites qu'il est plutôt temps de réduire la pondération d'un LVMH. Telle hausse sur le début de l'année, oui, on adore, oui, c'est très bien géré, les décisions sont bonnes, mais par contre, à ce niveau de valorisation, on profite au contraire du niveau pour réalléger légèrement un tiers de la position, et on garde quand même une belle exposition parce que, encore une fois, c'est une société qui est très très bien gérée. Que vous inspire le secteur du luxe, et ne nous privons pas d'en parler, c'est quand même le secteur fort et le secteur poids lourd du CAC 40 à Paris, qui fait partie des indices forts depuis quelques mois maintenant, y compris quand on regarde ailleurs dans le monde. Damien, le secteur du luxe, LVMH spécifique, on a vraiment l'impression que c'est des groupes qui sont à toute épreuve, qui sont même sur le plan boursier adaptés à tout type d'environnement. C'est ça que je trouve assez spectaculaire. Oui, alors en fait, il y a plusieurs éléments, dont pas mal d'éléments qui sont assez techniques et quantitatifs. J'allais dire, c'est que déjà, quand vous représentez 12% du CAC 40, évidemment, vous drainez un certain nombre de flux de la part des investisseurs qui font, par exemple, de la gestion passive. Ça veut dire qu'ils mettent 12% de leur investissement à chaque fois qu'ils achètent du CAC 40. Ils achètent du LVMH. Donc, évidemment, ça facilite les choses. Ensuite, il y a un deuxième élément. Là, c'est quand même lié à l'activité. C'est que quand vous avez 25% de croissance des bénéfices par an, votre valorisation, elle baisse vite. C'est-à-dire qu'elle baisse de 25%, à toute chose égale par ailleurs, elle baisse de 25% chaque année. À chaque publication, oui, c'est ça. Oui. Donc, même si on regarde l'année 2022, qui a été compliquée boursièrement, LVMH va avoir des résultats qui vont augmenter de 25%. Donc, la valo, elle va baisser de... si le cours est en baisse en 2022, ce qui est le cas, la valo, elle baisse de 30%. Alors maintenant, là où je suis complètement d'accord avec Aymeric, c'est que historiquement, si on regarde un peu plus loin, la valo moyenne d'LVMH, c'est plutôt un PE de 21. Aujourd'hui, on est plutôt sur 24-25. Alors on est monté, à partir de 2017, le titre s'est littéralement envolé, et en relatif à surperformer très très largement, on est monté à 34-35. Mais actuellement, effectivement, on a des bases de comparaison qui sont difficiles. On a une valo qui est quand même plus élevée que sa moyenne historique, alors que vous avez les 9 dixièmes de la cote qui sont à des niveaux de valo qui sont inférieurs à la moyenne historique. Donc
Oui, c'est peut-être un bon moment pour alléger LVMH. Après, il y a un dernier élément qui est un élément psychologique, c'est que quand vous avez envie d'acheter du marché mais que vous avez peur, c'est facile d'acheter du LVMH. Ouais. Et donc les investisseurs, exactement. Donc quand les marchés se mettent à monter, mais que vous y allez un peu à reculons, mais vous allez acheter quoi? Vous allez acheter du LVMH. Donc évidemment, ça draine beaucoup de flux. Ouais. Bon. C'est quoi la faiblesse ou le risque le risque opérationnel et boursier sur un titre comme LVMH aujourd'hui, Gilles? Le risque, c'est un risque qui peut être un risque un peu systémique et qui n'est pas forcément lié à la société. La société, ça a été dit, elle est extrêmement bien gérée. C'est pas une marque. Alors c'est vrai qu'il y a une marque qui est plus forte que les autres, mais en réalité, à côté de Louis Vuitton, on voit que Dior a des croissances absolument phénoménales, que Fendi est maintenant également une marque importante. Donc aujourd'hui, le portefeuille a été très largement enrichi. C'est pas uniquement du luxe, c'est aussi des spiritueux. Donc le risque, pour moi, il serait plutôt lié à un élément exogène et systémique qui serait, à un moment donné, s'il devait y avoir, en faisant de la pure fiction, mais si demain on devait avoir une attaque, une invasion de Taïwan par la Chine, oui, il y aurait très certainement des répercussions et ça serait le premier titre qui serait vendu parce que, alors, ça serait inimaginable de faire ce qui a été fait avec la Russie, mais pourquoi? Parce que c'est la Chine. Il y a eu un conflit géopolitique impliquant quand même un pays qui s'appelle la Russie. Oui, mais je crois que les Russes sont quand même consommateurs de matières premières de luxe, mais pas autant que les Chinois. C'est pas le même poids que les Chinois et que si demain on devait se dire et ça sera pas le cas, je crois, c'est difficilement envisageable. Parce que, encore une fois, la Russie, c'était en moyenne, pour les sociétés les plus exposées, ça ne dépassait pas les 10% du chiffre d'affaires. La Chine, on est... En comptant les achats à l'étranger, faits par les Russes à l'étranger, c'était quand même relativement limité. Sur la Chine, ça peut monter à plus de 30%. Donc on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Donc si on avait un choc de ce type-là, d'abord, les réponses seraient sans doute pas les mêmes, mais la première réaction, ce serait sans doute une vente de tous les titres exposés à la Chine. Voilà. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ça? Dire la peur évite pas le danger, et donc ça veut dire que il faut l'avoir en tête, il faut le savoir. Est-ce que pour autant on va vendre toutes nos LVMH? Sans doute non, parce que peut-être que ça n'arrivera jamais, et donc à ce moment-là on se priverait d'une très belle croissance. Maintenant, ça veut dire que, et là je rejoins ce qui a été dit, il faut être attentif quand même à la pondération que ça représente dans un portefeuille. Il ne faut pas mettre que ça. Ouais. Dans le risque chinois, alors je comprends le risque systémique, etc. Après, ça peut être une zone nature. Mais est-ce qu'il n'y a pas même un risque sur la consommation en tant que telle des Chinois, avec une nouvelle génération de Chinois qui a de l'appétit pour ces produits, pour ces marques occidentales? Je comprends évidemment la valeur qui a été créée dans des marques comme Louis Vuitton, pour notamment une population comme la population chinoise. Je vois quand même que, par exemple, dans le domaine des équipements sportifs, Nike, Adidas sont très fortement challengés aujourd'hui par des marques chinoises qui offrent également ce statut, ou en tout cas cette valeur statutaire recherchée par le consommateur chinois, qu'il trouve aujourd'hui dans des marques nationales, domestiques chinoises. On ne peut pas l'exclure, mais d'abord c'est quelque chose qui sera sans doute plus lent. Les ressorts des consommations du luxe, des consommateurs du luxe, ne sont pas exactement les mêmes. Et que derrière, il faut quand même construire une marque de luxe, ça prend du temps. Oui. On a eu des essais. Oui. Je regarde certaines sociétés européennes qui s'y sont testées. Tod's, qui était un fabricant de chaussures italien dans les années 90, c'était un truc, on va dire, une marque assez fashion. Ils ont essayé d'arriver et de s'établir comme une marque du luxe. C'est toujours pas... C'est pas Berluti, quoi. C'est pas Berluti. Ouais. Il y a quand même des attributs qui se gagnent au fil du temps. Et donc, il ne faut pas l'exclure sur du très long terme. Ouais. Mais c'est pas quelque chose... Donc, c'est quelque chose qui pourrait impacter dans un futur, mais qui ne va pas faire dérailler le titre du jour au lendemain. Moi, je me souviens d'il y a une dizaine ou quinzaine d'années, Hermès avait créé sa marque chinoise, Shangxia. Je ne sais pas si ça... ça existe toujours, ça avait été revendu. Ça existe toujours et ça a été racheté par des Italiens, je crois. J'ai vu aux dernières nouvelles. Je me demandais justement ce qu'était devenue cette marque, parce que j'avais trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez visionnaire chez Hermès à l'époque, de se dire, et pourtant parlant de la marque Hermès et de ce qu'elle représente aux yeux du consommateur mondial, de dire, il y aura de la place et peut-être même la nécessité d'être encore plus chinois demain avec une vraie marque chinoise. Tout à fait, parce que quand vous achetez... Qui était à Paris, d'ailleurs, dans le flagship d'Hermès, je crois. Parce que quand vous achetez
une basket ou un t-shirt, vous achetez pas du tout la même chose que quand vous achetez du LVMH et tout l'imaginaire qui va avec. Ouais. Et c'est là où le groupe LVMH est extraordinaire, parce qu'ils arrivent à entretenir cet imaginaire avec toute leur communication et tout leur savoir-faire. Je ne sais pas si dans 100 ans on utilisera encore Facebook, mais je suis convaincu qu'on boira encore du champagne. Et si possible, du Moët et Chandon. C'était, je cite grossièrement d'ailleurs Bernard Arnault, il y a une dizaine d'années à peine, il aura fallu moins de 100 ans pour s'apercevoir que oui, non, on n'utilisera sans doute plus Facebook dans 100 ans. Le risque, si on veut être un peu taquin, c'est de savoir si on pourra toujours produire du champagne à cause du réchauffement climatique. Il y a un risque climatique. Donc voilà, mais... Damien, sur LVMH, j'ai vu que vous vouliez réagir. Je voulais justement mentionner Adidas, parce qu'on a vu ce qui s'est passé au moment où Adidas a critiqué le gouvernement chinois. Ouais. Malgré tout, quand même, le consommateur chinois a réagi en boycottant Adidas. Ouais. Et donc, effectivement, c'est là qu'on s'aperçoit que ça peut être un risque, parce que le consommateur chinois, il suit un peu les ordres. Ouais. Oui, puis le risque de controverse derrière ces grandes enseignes et ces grandes marques de luxe, malgré toute la valeur créée pendant des dizaines et des décennies accumulées, ce risque de controverse, il existe aujourd'hui plus que jamais peut-être. Oui, exactement. Avec des risques de taxation également aussi, qui peuvent être surtaxés. Il peut y avoir aussi plein de risques régulatoires sur les valeurs de luxe, comme... tout autre acte commercial international qui peut impacter les entreprises. Donc, mais si on parle uniquement des risques, c'est sûr qu'on ne fait plus rien et qu'on n'investit jamais. Et donc, on en revient sur un facteur exogène qu'il ne faut pas exclure, et qu'il faut, en tant que gérant, on est obligé d'imaginer, mais c'est là où ça se contrôle au travers de la pondération qu'on a dans les portefeuilles. Dans ces perspectives d'investissement 2023, alors sur la partie action, notamment si on reste dans cet univers-là, Aymeric, est-ce qu'on a envie de faire des choix forts, des choix sectoriels, des choix géographiques, des choix de style également? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du retour de la value 2022, et je crois même que 2021 déjà été des années de surperformance de value sur le style croissance. Néanmoins, les écarts de valo restent encore très très importants, parce que les grands groupes de croissance ont sorti de bons résultats toujours. C'est clair. Par contre, pas mal de valeurs, et notamment de valeurs de croissance, ont aussi eu des multiples qui ont été très fortement attaqués en 2022. On suit beaucoup le secteur, par exemple, du software, dont les multiples étaient en multiples de chiffre d'affaires absolument délirants. Aujourd'hui, la moyenne, on arrive sur des univers en dessous de 6 fois ou 7 fois, en dessous de 7 fois le chiffre d'affaires, ce qui n'a pas été vu depuis des années. Donc on a aujourd'hui des points d'entrée sur certaines catégories d'actifs de croissance qui sont relativement intéressants. Et donc par exemple, ça c'est un secteur aujourd'hui aux États-Unis où on se repondère. Typiquement, quand on vend un peu de LVMH, on obtient du cash, on est content de pouvoir se repondérer dans des choses qui ont du potentiel, qui connaissent de la croissance, qui sortent des résultats qui sont de très bonne facture. Il n'y a pas de ralentissement de croissance à attendre pour ces entreprises. Il y a un ralentissement, mais qui explique la baisse de valorisation des multiples. Mais aujourd'hui, le potentiel, il est clairement sur cette typologie. Dans le software, on a en tout cas une fenêtre d'entrée. Donc ça fait partie des sociétés qu'on regarde, qu'on continue de regarder. Après, il y a pas mal de secteurs comme ça qu'on aime bien. Le secteur, par exemple, de l'assurance, réassurance, c'est des secteurs qui sont aujourd'hui qui vont être impactés très positivement par les hausses de taux. Voilà, tout ce qui est financière, et particulièrement l'assurance et la réassurance, c'est des secteurs qu'on va repondérer dans les portefeuilles. Et il y a plein de sociétés, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, qui vont bénéficier de cet environnement qui leur est plus profitable. Donc ça c'est des choses qu'on aime bien. Secteur dont tout le monde est souvent sous-pondéré depuis la fin du Covid international, le secteur de la santé et des valeurs technologiques de la santé, où aujourd'hui on a eu la double baisse, la double peine avec le secteur qui est plutôt vendu, donc santé, et technologique qui est également été impacté par les baisses de valorisation. Donc là aussi, ça fait partie des secteurs qu'on aime beaucoup, dans lesquels on réalloue du capital, parce qu'on ne va pas arrêter d'investir sur ces secteurs-là. Et notamment pour des questions d'efficience et d'efficacité des systèmes de soins. On en a parlé alors vous êtes partenaire de Loxera Capital Partners sur une stratégie justement dédiée à la health tech. Vous gérez cette stratégie avec Loxera.
tout le point de cette stratégie, c'est de dire il y a l'innovation at any cost, effectivement, le nouveau produit, la nouvelle molécule, le truc pour lequel on est prêt à mettre des milliards sur la table pour finalement des produits dont on ne sait pas qui pourra se les payer demain. Et puis il y a également toute la tech dans la santé qui permet d'améliorer l'efficacité, de réduire les coûts dans des systèmes de soins qui sont exsangues, il faut le dire. Le Covid a révélé effectivement quand même la tout à fait. fragilité de nos systèmes de soins. Les sociétés qui sont derrière cette thématique, qui est la health tech, sont aujourd'hui à des niveaux de valorisation qui permettent d'avoir, en théorie, plutôt un potentiel d'appréciation assez fort, parce qu'il y a de la croissance et c'est un gain d'efficience pour leurs clients relativement fort. Donc c'est là où en fait on a envie d'allouer du capital aujourd'hui sur ce genre de thématiques qui sont très internationales, donc très US. On reste quand même avec un biais US où ils sont en avance sur le cycle économique. Ça, il faut jamais l'oublier. On a encore un conflit quand même dont on n'a pas parlé en Europe. Donc bon, il existe quand même, il est quand même présent. Il peut avoir des impacts au niveau politique, géopolitique, mais aussi économique. Donc c'est pour ça qu'on continue de préférer la zone US. Et on va remettre un peu de croissance en effet, parce que c'est là où il y a eu les plus gros dégâts les dernières années. D'accord. Donc le mouvement, c'est quand même d'aller chercher aujourd'hui les opportunités dans l'univers de la croissance. Exactement. Avec le de-rating de 2022. Comment on organise les stratégies et les mandats pour les clients privés, notamment Damien, partant de l'idée qu'il n'y a pas que les actions, et avant même les actions, il y a tout l'univers du monétaire et du fixed income qui s'est réouvert, en tout cas qui visiblement offre un certain nombre d'opportunités aujourd'hui. Bond is back, tout le monde l'a écrit, tout le monde l'a dit. Est-ce que c'est un océan d'opportunités, il n'y a qu'à se baisser pour faire son marché, ou est-ce qu'on a envie quand même de choisir des opportunités spécifiques là, dans cet environnement ? Un océan d'opportunités. Disons que pour acheter des obligations, en tant qu'investisseur européen, on a quand même envie de se focaliser sur la zone euro. Pour une raison principale déjà, le marché obligataire européen est très profond et très très large, donc on peut largement trouver notre bonheur. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas envie de perdre une partie du rendement avec un risque de change. Bon. En fait, les rendements, par exemple, de la zone euro, qui facialement paraissent un peu inférieurs au rendement de la zone US, si vous couvrez contre le change, vous obtenez le même rendement. Donc on se focalise sur la zone euro. Et ensuite, effectivement, nous aujourd'hui, si on doit augmenter le risque, et c'est ce qu'on fait depuis 6 mois, on l'augmente sur la partie obligataire plus que sur la partie action. Parce que l'opportunité sur le marché obligataire nous paraît, j'allais dire, beaucoup plus évidente que sur le marché action à court terme en tout cas. Première raison, c'est que les taux évidemment ont très largement augmenté et ça s'est accompagné d'une très nette augmentation de la prime de risque. La prime de risque, c'est le supplément de rendement qui est exigé par un investisseur pour prêter à un investisseur privé. Ce qui fait que, évidemment, après une très mauvaise année 2022 sur le marché obligataire, on a aujourd'hui des obligations sur l'investment grade qui vous rapporte pas loin de 4% et sur le high yield qui vous rapporte autour de 7%. Donc, comme Aymeric l'a mentionné tout à l'heure, un rendement qui est très élevé et qui vous permet de faire face éventuellement à des mauvaises surprises sur des éventuelles poursuites de la hausse des taux. Et la deuxième chose, c'est que le scénario, c'est plutôt une baisse de l'inflation. Donc, effectivement, peut-être pas une baisse des taux d'intérêt d'État. Mais en revanche, si on devient un peu plus positif sur le scénario économique, comme ça semble être le cas aujourd'hui, la prime de risque, elle doit baisser. Et c'est là où peut-être nous, on se différencie un petit peu par rapport à ce qu'on a généralement, ce qu'on entend généralement sur le marché obligataire, c'est que nous, on privilégie plutôt le haut rendement par rapport à l'investment grade. Intéressant. Parce que l'investment grade, évidemment, c'est théoriquement moins risqué, sauf que on a vu qu'en 2022 on a perdu plus sur l'investment grade que sur le high yield. Mais surtout, en fait, si on n'a pas un scénario noir sur l'économie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si on n'a pas un scénario noir et qu'en même temps on estime que les taux d'intérêt d'État vont pas baisser beaucoup, là où il y a à gagner, c'est à la fois sur le portage et deuxièmement sur la baisse des primes de risque. Donc, si on n'a pas un scénario noir, ça sera beaucoup plus rentable d'avoir du haut rendement que d'avoir de l'investment grade. Et à partir de quand est-ce que on passera d'un moment obligataire à un moment action, selon vous, du coup, Damien ? Là, j'allais dire c'est un petit peu plus consensuel, mais le risque sur la partie action, c'est qu'il y ait des révisions à la baisse au moment des publications de résultats au premier trimestre. On envisageait ce risque au
Deuxième trimestre 2022, il n'est pas arrivé. Au troisième trimestre 2022, il n'est pas arrivé. Et au quatrième trimestre 2022, quand on discute avec les entreprises, ça ne paraît pas complètement évident qu'il va y avoir des mauvaises surprises sur les bénéfices. Donc, on va voir. Mais en tout cas, sur les mandats, on ne préfère pas non plus mettre des risques partout en même temps. Donc, pour l'instant, on augmente la part de risque sur la partie obligataire. Sur la partie action, si je devais faire un choix, ou si je devais choisir 2 thématiques, ça serait les small et mid cap. Ah, le Et ça serait rattrapage, l'Asie. enfin. Ah oui. Ouais. Et pourquoi les small et mid cap? Alors, c'est intéressant le point sur les small et mid cap parce que Émeric le disait, l'écart avec les larges est historique en termes de performance, en termes de décote. Enfin, il y a quelques années, on traitait les small avec une prime de 10, 15, 20% par rapport aux larges. Aujourd'hui, c'est une décote peut-être du même ordre encore par rapport aux large cap. Absolument. Alors, il faut aussi faire attention à une chose, c'est que la décote qu'on calcule aujourd'hui sur les mid cap, elle se compare à un indice qui a été complètement déformé par le secteur du luxe. Donc, oui, donc en fait, la décote faciale que vous avez sur les mid et small qui comportent finalement assez peu de luxe, oui, je comprends. Elle est augmentée artificiellement par la déformation du CAC 40. Si vous regardez l'Allemagne, par exemple, la décote n'est pas beaucoup plus élevée aujourd'hui par rapport à un indice allemand plus large. Mais effectivement, les small caps sont très en retard et on sait très bien que les small caps, il y a aussi une problématique de flux et que quand il y a une crise, quand les gens veulent sortir du marché et qu'ils veulent sortir du small cap, c'est un peu plus difficile. Et donc, elles baissent beaucoup plus quand il y a des craintes sur l'économie que les large caps. Et pourquoi là, sur ce début d'année, alors qu'on a l'impression que le vent arrière est porteur comme jamais, enfin on voit des dossiers comme Atos, Orpea là, qui s'envolent sur les premiers... Et le compartiment small cap, les indices en tout cas, sont en hausse, mais voilà, restent plusieurs points en retard par rapport aux indices larges. Il faut attendre qu'il y ait un peu plus de sérénité malgré tout. Là, on est en train de parler d'un scénario qui s'améliore, mais on va quand même rappeler qu'on est à 9% d'inflation, que la récession, elle est quand même pas non plus complètement... On n'est pas complètement sorti de l'auberge. Oui, on n'a pas tiré un trait sur ce mot de vocabulaire encore. On va pas être non plus complètement béat devant les 6% de hausse du marché sur les 10 premiers jours. Il y a quand même pas mal de risques qui subsistent. Ouais. Gilles. Peut-être pour finir pour ajouter sur les small caps, faut quand même pas oublier que la performance des small caps, elle avait été quand même très largement dopée par l'environnement obligataire qui, en fait, avait poussé à la prise de risque. Oui. Donc, c'est quand même des proxys de l'appétit au risque. Avec les taux qui remontent, c'est normal que la valorisation des small caps revienne sur des niveaux qui sont plus en ligne avec leur propre moyenne. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a retrouvé des niveaux sur les small caps qui sont en ligne, voire très légèrement inférieurs par rapport au niveau européen, par rapport au large cap. Mais ça s'explique assez facilement aussi par les phénomènes de flux. Parce qu'il y avait un certain nombre de géants dont ce n'était pas le métier, qui, pour booster la performance, en avaient acheté et qui, aujourd'hui, dans un moment où il y a un peu plus d'incertitude, sont prêts à vendre. Il ne faut pas sous-estimer ces phénomènes de flux. Et ce qu'on voit en ce début d'année, c'est quelque chose qu'on avait signalé le mois dernier. C'est qu'il y avait un consensus négatif sur l'Europe, en disant l'Europe, c'est la moins bonne des zones. Ce qui fait qu'on avait quand même une pondération de l'ensemble des investisseurs internationaux qui était quand même assez légère sur toute l'Europe. Couplé à un niveau de dollar qui était très fort, il n'était pas forcément complètement idiot pour un investisseur non-euro de se dire, en fait, je rentre sur un marché qui est décoté et potentiellement avec une devise qui peut remonter, puisque en fait, on est en train de voir que le cycle de hausse de taux est en train de s'accélérer en Europe. Donc, on a quand même un phénomène de flux et qui explique aussi la très bonne performance du coup d'un LVMH qui est la première capitalisation. Donc, c'est aussi un peu ce à quoi on est en train d'assister, c'est qu'on va voir dans une semaine ou 10 jours qu'en fait, on a eu des flux acheteurs, ce qu'on n'avait pas eu en Europe. Pour la première fois depuis un an. Voilà. Donc, faut pas sous-estimer ces phénomènes de flux qui, à court terme, sont quand même ceux qui peuvent impacter le marché. Et alors, les small et mid cap vont en profiter ? Les small et mid cap, à partir du moment où on sera dans un environnement plus stabilisé, devraient pouvoir en profiter. Effectivement, on a des niveaux de valorisation qui redeviennent attractifs. Maintenant, on a encore cet inconnu sur l'économie. Donc, il est pas plus tard que la semaine dernière, ce qu'on disait, c'est de dire oui, on revient sur des niveaux intéressants. On est plutôt dans une stratégie d'accumulation. Parce qu'on ne sait pas si effectivement on a complètement passé le creux. Dire, il faut juste
avoir une stratégie d'accumulation. On en achète un petit peu régulièrement. Voilà, quoi. régulièrement, en se disant... On ne connaît pas le point d'entrée idéal. Effectivement, alors moi j'ai la référence sur l'Italie, parce que j'ai un fonds sur l'Italie, mais les performances small cap sur l'Italie, c'est par rapport au large cap, c'est moins 13% en 4 mois. Depuis, sur l'été, ils ont perdu 13% en 4 mois, à peu près 3% par mois par rapport aux indices large cap. Et donc on retrouve des niveaux de valeur qui sont effectivement intéressants. Donc quand on regarde aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on doit faire dans les portefeuilles, ou ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire la même chose en réalité qu'il y a 2 ans, et pas pour les mêmes raisons. C'est qu'il y a 2 ans, en disant attention, les primes étaient bien trop élevées, donc attention aux valeurs de croissance qui vont être amenées à corriger quand les banques centrales vont normaliser leur politique monétaire. On ne savait pas quand. Et donc on se dit, de toute façon, il faut le faire avant parce qu'après ce sera trop tard. Donc on voulait des portefeuilles équilibrés qui ne soient pas uniquement des titres de croissance, et donc on voulait avoir quelques titres bancaires. Aujourd'hui, on a corrigé une partie de cet écart, pas complètement, il en reste un tout petit peu. Maintenant, on pense qu'il est encore trop tôt pour reprendre un biais trop marqué, parce qu'on voit bien qu'on ne sait pas de quel côté la pièce va tomber. Est-ce qu'on repart en croissance? Est-ce qu'il n'y a pas de récession? Et donc aujourd'hui, il nous semble qu'il y a encore de la valeur à trouver dans le secteur value. Le secteur bancaire est un des secteurs qui, depuis 3 mois, est celui qui enregistre les plus fortes révisions à la hausse. Et sur lequel on a le plus de visibilité sur la croissance des résultats en 2023, ne serait-ce que parce que les marges d'intérêt... Alors, ce n'est pas tout à fait vrai pour les banques françaises à cause des livrets garantis. Mais pour les banques européennes, on rencontrait Intesa il n'y a pas très longtemps, ils nous signalaient que les marges d'intérêt en 2023 seront... avec un Euribor à 2%, devraient être de l'ordre de 11 milliards. Elles étaient à 9 milliards en 2022. Et chaque 50 centimes de hausse rajoute 500 millions. Donc rien qu'à cause de la hausse des marges d'intérêt, vous avez une augmentation qui va directement sur le résultat net. Très clair. Vous rajoutez quasiment 2 milliards. Le résultat net de Intesa l'an dernier, c'était 4 milliards. Donc potentiellement, vous avez 50% de résultats en plus. C'est mécanique. Et ça, vous l'avez sur l'ensemble des hauts. Un peu moins sur les banques purement françaises. Et ça, c'est pas purement reflété dans les cours de bourse de ces valeurs aujourd'hui. Je sais pas, parce que le calcul a l'air tellement quand vous regardez mécanique, automatique. Je me dis, pour le marché, s'il est efficient, il doit le... En PE instantané, pas tellement encore, puisqu'elles restent sur des niveaux très bas. C'est vrai qu'en termes de prix sur fonds propres, elles ont commencé à se revaloriser. Mais il nous semble qu'à ce stade, avoir de la visibilité sur 2023, c'est pas mal. Et donc, on aime bien acheter cette visibilité. Vous évoquiez l'Asie aussi, Damien. C'est quoi l'idée en Asie pour vous? C'est la Chine avant tout? C'est les valos qui sont peut-être pas chers? L'idée, elle est assez basique. C'est que la Chine sous-performe depuis 3 ans de manière assez notable. En grande partie, je vais dire, par la faute du gouvernement qui a freiné lui-même son économie. Maintenant, il se rend bien compte qu'il a besoin de plus de croissance que ce qu'il enregistre. On a vu le retournement assez spectaculaire sur la politique zéro Covid que personne n'attendait comme ça en une semaine. L'idée, c'est qu'ils font de la relance et ils peuvent le faire parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'inflation. Ils ont pratiquement 0 inflation, donc ils peuvent faire de la relance. Ils ont les moyens de la faire. Ils veulent avoir plus de croissance et potentiellement ils vont libérer aussi un peu les contraintes qu'ils ont mises sur pas mal d'entreprises. Donc potentiellement on peut avoir un retour de croissance des bénéfices des entreprises alors que les valos sont pas très très élevés. Donc il peut y avoir un bon rattrapage de la zone Asie. Bon, sur ces idées small cap notamment, je sais pas, c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, Aymeric? C'est vrai qu'encore une fois, la sous-performance est quand même encore assez nette. Oui, historiquement, les small cap ont tendance à plutôt être positives et surperformer sur la première partie de l'année. Ça, c'est l'historique qui nous le donne. Donc on en a un petit peu, on continue, on reste dessus. Mais c'est vrai qu'on rejoint, moi je rejoins sur 2 thématiques qui ont été données par Damien. La première, c'est le high yield. Oui, ça vaut vraiment le coup pour nous, c'est assez historique. Quand on a vécu les crises 2008 ou 2011, où il y a eu derrière des surperformances exceptionnelles du haut rendement. Et puis on se souvient qu'il y a aujourd'hui un champion du monde qui est les banques centrales qui sont là pour sauver le risque principal d'explosion du système. Donc si on croit à ce scénario qui peut être un peu moins bleu que ce qu'on a aujourd'hui, un peu moins vert, mais clairement un scénario qui pourrait être médian, voire même négatif, si on n'a pas le scénario noir et ultra noir, on peut aller sur cette classe d'actifs qui recèle aujourd'hui de valeur et de portage
davantage obligataire, et ça c'est génial. Et la Chine et l'Asie, oui, c'est un game changer assez important. Vous le disiez tout à l'heure. Il faut, pour nous, ça vaut vraiment le coup de se repondérer sur la zone. En tout cas, d'essayer. Là, pour le coup, on le fait avec de l'ETF ou avec des spécialistes sur la zone, pour être mobile, rapide et pouvoir entrer, sortir assez rapidement. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Aymeric Didel, directeur de la gestion de Pergame, Gilles Guibou, directeur des actions européennes d'AXA IM, et Damien Charlet, directeur de la gestion sous mandat de Mescart Asset Management, étaient les invités de Planète Marché. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des biotech françaises et européennes. Nous en parlons avec le spécialiste Sacha Pouget, directeur associé de Biomed Impact, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Sacha. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Oui, effectivement, c'est un segment de marché qui mérite qu'on dresse quelques perspectives pour cette année 2023. Déjà, peut-être l'état des lieux de cette fin 2022, début d'année 2023 pour le compartiment des biotech. 2022 a été une année compliquée. Tout ce qui était très risqué a encore plus baissé que le reste, j'ai envie de dire. Ça, c'est peut-être la big picture de 2022 pour le secteur des biotech, Sacha. Tout à fait. Le secteur biotech n'a pas échappé à la version risque et on a pu constater des baisses significatives sur le secteur qui n'avaient été jamais vues au cours des 15 dernières années. On perd par exemple 50% en moyenne sur les 40 biotech françaises. On perd 30% pour les sociétés qui sont dans les dispositifs médicaux, donc les medtech. Alors, on a pu quand même observer, Grégoire, depuis l'approche de Noël, un rebond significatif. Alors, on le constate chaque année, et je crois que ce n'est pas uniquement pour les biotech. Je pense que le compartiment, entre guillemets, des small et mid caps est maintenant recherché par les investisseurs. Chaque année, on observe à ce moment-là un rallye de 15%. On n'y échappe pas cette année. C'est de bon augure, on va dire, et tant mieux. Par contre, cette année, on ne pourra pas bénéficier de l'effet Covid. Par exemple, Moderna ou encore Pfizer ont annoncé des baisses significatives sur leurs prévisions de vente, de l'ordre de moins 80%. 5 milliards environ de dollars qui vont être de vente pour Moderna contre 20 milliards environ en 2022. Mais cela pourra être alloué aussi, puisqu'elles ont des trésoreries pléthoriques aussi pour le secteur. Donc on attend aussi beaucoup de partenariats, beaucoup de mouvements de M&A au regard du fait que les cours sont très attractifs. Quand vous dites très attractif, c'est-à-dire, alors je ne sais pas quel type de valorisation on a ou quel type de ration on utilise pour les biotech, mais quand on dit très attractif, de quoi on parle? Alors, de quoi on parle? Déjà, en termes de valorisation, on a des valorisations qui ont été coupées en deux. On est à 4 milliards environ aujourd'hui sur le segment français, contre 8 milliards environ fin 2021. Alors, surtout, ce qu'on regarde, c'est finalement la moyenne des valorisations. De manière historique, alors là, on est à 100 millions d'euros. Voilà. De manière historique, on n'est jamais allé en dessous de cette moyenne. Donc ça donne déjà un repère, une boussole à l'investisseur pour se dire qu'en ce moment, on est sur des niveaux de valorisation qui sont très attractifs. Parce que ces sociétés-là développent des médicaments qui ont du potentiel, qui n'est pas valorisé à l'heure actuelle. Alors, ensuite, le driver quand même, on en discutera peut-être ultérieurement, mais je pense que le driver, ce sera, alors d'une part, le retour des volumes, qui sera manifesté par l'intérêt des investisseurs. Là, on est environ aux alentours d'une dizaine de millions d'euros de volumétrie par séance sur l'ensemble du segment des biotech françaises. On était à 100 millions fin 2021, donc vous voyez d'où on vient. Si on a ce signal de retour des volumes, je pense que ce sera une opportunité de revenus sur le secteur. Pour le moment, on ne le constate pas encore, malheureusement. D'accord. En termes de perspective, effectivement, alors quels vont être les grands drivers de l'investissement dans le secteur des biotech françaises? Est-ce qu'il y a des thématiques d'ailleurs qui se dessinent derrière ce compartiment des biotech qu'on regarde de manière peut-être un peu trop homogène, chacune ayant des spécificités, des domaines d'intervention, d'application pour ces produits spécifiques? Totalement. Alors, lorsqu'on analyse le secteur de manière globale, il faut l'analyser aussi par champ thérapeutique. Ce qu'on constate au cours des dernières années, et je pense qu'en 2023, on n'y échappera pas, ce sont 3 domaines thérapeutiques qui sont véritablement recherchés par les investisseurs.
Alors le premier, c'est les maladies rares. Ce sont des maladies qui touchent peu de personnes, souvent génétiques, pour lesquelles l'aspect réglementaire est facilité. Et aussi, on peut pricer significativement des thérapies, ce qui augure des ventes significatives pour ces sociétés-là. On a aussi beaucoup de rachats de sociétés qui sont spécialisées dans les maladies rares. Autre champ thérapeutique qui est très recherché par les industriels aussi, c'est l'oncologie. Bien sûr. Bon, malheureusement, c'est un champ très vaste qui touche beaucoup de personnes, mais aussi pour lequel il y a vraiment de grandes innovations. En France, on a la chance de bénéficier de plusieurs sociétés qui sont spécialisées. Par exemple, Inad Pharma qui développe en ce moment même 16 essais cliniques quand même en oncologie. On a aussi, par exemple, une société qui s'appelle Selectis, qui a d'ailleurs, du reste, son cours a été multiplié par 2 depuis les plus bas de 2022, depuis les plus bas de la fin de l'année. Et enfin, on a aussi une société strasbourgeoise qui s'appelle Transgène, pour laquelle on va attendre, pour l'année de 2023, pas moins de 3 résultats cliniques, donc ça sera un driver significatif. Et pour finir, l'autre champ thérapeutique aussi qui est recherché par les investisseurs et les big pharma, ce sont les neurosciences, donc les maladies neurodégénératives, et pour lesquelles il y a véritablement de grosses innovations. Auparavant, c'était vraiment la frontière scientifique qu'on n'arrivait pas à dépasser. Ah oui. Maintenant, Biogen a eu une autorisation pour, par exemple, un médicament contre la maladie d'Alzheimer qui devrait faire des ventes records, selon toute vraisemblance. Et aussi, on a des innovations qui maintenant permettent de cibler, précisément des récepteurs dans le cerveau et notamment traverser la barrière hémato-encéphalique, ce qui n'était pas très prometteur par le passé. Mais maintenant, voilà, on arrive à passer cette frontière et je pense que les CNS, donc tout ce qui est système nerveux central, sera une thématique très, très recherchée en 2023. Sur ces 3 grandes thématiques, ces 3 grands champs thérapeutiques, comme vous dites, qui intéressent alors les investisseurs et l'univers de la Big Pharma, effectivement. On a en France des sociétés bien positionnées, spécialisées. Vous avez cité quelques exemples dans le domaine de l'oncologie, parce que c'est vrai que c'est un champ thérapeutique qui est exploité depuis quelques années quand même maintenant. Mais pour les autres, maladies rares, neurosciences, est-ce qu'on trouve aussi, alors je ne vais pas parler de champions français, mais est-ce qu'on trouve aussi des sociétés biotech françaises, cotées en l'occurrence, c'est l'univers qui nous intéresse, qui sont bien positionnées dans ces champs thérapeutiques? Tout à fait. On a des sociétés comme Alice Pharma, par exemple, qui s'est fait coter l'année dernière à la bourse de Paris. Il cible un récepteur, le CB1, pour, par exemple, la trisomie 21. On a aussi une société qui s'appelle Terranexus, qui a des programmes de développement dans les maladies neurodégénératives. Donc on a aussi un savoir-faire en France dans cette partie-là. Et je pense que c'est à regarder en 2023 parce qu'il devrait y avoir des mouvements, je pense, de ce point de vue-là. Bon, un des éléments essentiels pour comprendre la dynamique boursière des biotech, ce sont les résultats cliniques. Ce n'est pas les résultats financiers qui intéressent quand on est à ce stade de développement, ce sont les résultats d'études cliniques. Quel va être le calendrier des résultats d'études cliniques attendus en 2023, Sacha? Alors vous l'avez dit, c'est un driver, on va dire... qu'on ne peut pas, c'est le driver. Il faut regarder avec attention parce que le saut de valeur d'une société de biotechnologie vient des résultats cliniques et de leur pipeline. Donc là, en début d'année, on devrait avoir un gros driver, celui de Genfit, qui va annoncer des résultats de phase 3 de son Elafibranor, donc dans la PBC. C'est une phase 3, donc quelque chose qui est scruté avec intérêt de la part des investisseurs. On devrait avoir les résultats dans le courant du premier trimestre. Donc c'est le premier rendez-vous, j'ose dire, de l'année pour les biotech françaises. On espère que cela va passer. On a aussi des résultats cliniques une phase avancée de Valneva. Alors Valneva qui a eu un parcours compliqué avec le Covid en 2022, mais pour laquelle on attend des résultats de phase 3 dans le chikungunya. Alors là, dans le premier semestre, peut-être davantage au deuxième trimestre, mais ça sera regardé et scruté pareil de la part des investisseurs avec grand intérêt. On a aussi une société Acticor qui va publier 2 résultats au deuxième trimestre et au troisième trimestre sur un composé dans le traitement de l'AVC. Donc ce sont des rendez-vous à Paris qui sont très attendus. Le cours a déjà pris, en 2022, il a pris 55%. Donc voilà, il y a des attentes particulières pour cette société biotech Acticor. Oséimmuno aussi, qui est une société qui a signé de nombreux partenariats et pour laquelle on attend 2 résultats cliniques dans le courant de l'année. On a aussi
un driver important pour Medincell qui attend une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis d'un traitement contre la schizophrénie. Cela devrait aussi animer le cours du titre, je pense, en 2023. Et puis aussi une société, Inventiva, pour laquelle on attend des résultats de phase 2 de son lanifibranor dans le traitement de la NASH dans le courant du deuxième semestre de l'année 2023. La société est cotée aux États-Unis sur le Nasdaq. Je pense que c'est des drivers significatifs qu'on peut attendre, en tout cas. Il y aura des rendez-vous qui seront susceptibles d'apporter des mouvements sur des catalyseurs importants, effectivement. On verra comment ces étapes sont franchies par les biotech concernées. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête sur la trésorerie disponible de ces entreprises et leurs besoins de financement futur dans un environnement, c'est pas ici qu'on l'apprendra à ceux qui nous écoutent, où les choses ont changé, le choc monétaire est passé par là, et donc l'argent a désormais un coût réel. Il a un coût réel, mais alors, je pense que déjà, la bonne information à retenir de 2022, c'est que les sociétés biotech ont su se refinancer dans de bonnes conditions. On est sur la deuxième année historique en termes de refinancement. On a atteint 1 milliard d'euros de fonds levés par ces sociétés sous forme de prêts, partenariats, dilutifs ou non dilutifs. Donc, elles ont déjà de quoi passer une bonne partie, pour une bonne partie d'entre elles l'année. Alors après, ce qu'on constate quand même dans cet environnement que vous venez de décrire, c'est qu'il y a une certaine frugalité de la part des sociétés de biotech. On le constate, on voit par exemple des baisses de budget, mais aussi on voit des retards ou des priorisations plutôt sur certains programmes plutôt que d'autres. Donc ça, c'est quelque chose... On est capable de suspendre ou de mettre en pause un programme pour accélérer sur un autre. Exactement, pour, on va dire, abaisser, dérisquer un petit peu les programmes. C'est donc cette frugalité existait en 2022, je pense qu'elle existera en 2023 également. Ça ne veut pas dire que les sociétés stoppent leur recherche, mais elles priorisent véritablement les phases amont plutôt que les phases précoces qui sont la préclinique, la recherche avant les phases cliniques. Donc c'est vraiment ce qu'on constate, c'est des priorisations, des baisses de budget et puis on va dire, faire en sorte qu'elles puissent augmenter leur horizon de financement. Je comprends. Oui, donc elles ont pris en compte la nouvelle donne en matière de financement. Merci beaucoup Sacha. Merci pour votre éclairage toujours précieux sur ce secteur des biotech françaises. Vous en êtes spécialiste. Sacha Pouget qui est à mes côtés en plateau dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, directeur associé de Biomed Impact. Voilà pour cette émission. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.